soit je suis folle, soit ce que je pensais être la réalité, ma façon d'envisager le monde, eh bien, il faut que je la retravaille un peu pour pouvoir y intégrer cette expérience bizarre. Les expériences incroyables qu'on vit sous psychédélique, elles viennent percuter de plein fouet ce que tu te racontes sur le monde, la réalité, tout ça. Et parfois, en fait, c'est chaud, quoi, de réussir à concilier tout ça. Ça a été un point de bascule aussi pour moi, quoi. Là, il y a un avant et un après. Il y a un avant et un après. Parce qu'une de ces expériences, c'est une expérience mystique et que ça m'a vraiment... ça m'a changé, quoi. La spiritualité, ça peut être une ressource. C'est important d'avoir un peu de temps pour développer parce que tout ça est quand même complexe. Ce contenu a un objectif purement informatif et éducatif. Il ne constitue en aucun cas une incitation à la consommation de substances illégales, ni un conseil médical. Si vous souffrez de troubles psychologiques ou médicaux, veuillez consulter un professionnel de santé qualifié. Certaines substances évoquées sont légales dans certains pays et illégales dans d'autres. Il est de la responsabilité de chacun de se conformer à la législation en vigueur dans le pays de consommation et de mener ses expériences dans un cadre sécurisé. Bonjour Julie. Bonjour Arnaud. Mais écoute, voilà, très 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 heureux de te rencontrer en vidéo. Comme je te le disais en introduction, j'ai l'impression de te connaître parce que j'ai écouté tous les épisodes de ton podcast. Donc j'ai l'impression de te connaître. Toi, tu me connais un peu moins bien. Mais voilà, donc j'ai vraiment grand plaisir à te recevoir. Parce que voilà, comme je te l'avais dit, ton podcast, je le trouve vraiment hyper intéressant. J'ai appris plein de choses. Je trouve qu'il c'est une ouverture sur le monde des psychédéliques qui est incroyable dans le monde francophone. Et c'est vraiment une initiative super, quoi. Donc ravi qu'on puisse échanger à ce sujet et aussi au sujet d'autres sujets d'actualité comme ton livre par exemple. Merci pour l'invitation. Je suis trop contente d'être là. Alors ce que je te propose pour démarrer, c'est de démarrer par une vulnérabilité qu'on va livrer chacun d'entre nous. Parce que voilà, je le rappelle à chaque fois, mais je trouve que quand on se met un petit peu en danger, alors un petit peu bien sûr, quand on dit quelque chose qu'on ne dirait pas forcément à tout le monde, quelquefois ça permet d'avoir derrière un échange qui sera peut-être un peu plus profond. On arrivera peut-être plus directement dans des couches un peu profondes de la discussion. Et donc j'aime bien faire ça. Et écoute, je vais démarrer pour te mettre à l'aise. Sachant que donc j'ai pas préparé cette vulnérabilité, donc je ne sais pas exactement de quoi je vais parler. Si ce que je peux dire, c'est que par rapport à mon chemin personnel, autant j'ai vécu, pour ceux qui me connaissent un petit peu, parce que j'en parle assez ouvertement, j'ai eu un chemin où la dépression, ou en tout cas la déprime, on va dire, l'état une humeur assez basse et assez fluctuante a rempli la plupart de ma vie et des décennies qui me précèdent, ainsi que l'anxiété. Aujourd'hui, j'ai la chance, je pense, d'être sorti de ça. En ce moment, j'ose dire que je suis guéri de ça, ce qui est extraordinaire. Et en revanche, ça permet de mettre à jour d'autres couches. Et la couche actuellement qui se montre, c'est une couche de colère et de frustration. Voilà. Donc aujourd'hui, je suis un peu dans cette problématique-là, en tout cas, situation, c'est pas forcément un problème, mais de devoir gérer quelquefois une frustration assez forte. Mais à tout choisir, je préfère avoir de la frustration que l'anxiété qui est quand même très désagréable et pire encore la déprime ou la dépression qui est vraiment très 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 douloureuse. Mais voilà, donc je suis un peu dans cet état d'esprit en ce moment. C'est trop beau en tout cas que tu te dises guéri. C'est porteur d'espoir. Alors moi, ma vulnérabilité, c'est marrant parce qu'en termes d'émotion, je pense que ça rejoint un peu ce que tu viens de dire. Tu vois, hier, j'ai pleuré. J'ai pas du tout vu venir le truc et je me suis mise à pleurer comme une madeleine. Et c'était pas des larmes de tristesse, c'était vraiment des larmes de colère, de lassitude, de fatigue. Parce qu'en fait, là, j'ai 41 ans, je suis en périménopause. Et c'est moi toute seule qui ai compris ce qui m'arrivait. C'est moi toute seule qui ai trouvé le traitement hormonal pour me soulager. Les médecins refusaient de me le prescrire, donc j'ai réussi à me le procurer en off. Et là, je le prends depuis 3 semaines et c'est en train de changer ma vie, alors qu'à nouveau, j'étais sur un terrain glissant, avec un brouillard mental, de l'anxiété qui flambait,
une fatigue, mais vraiment, mais invalidante, enfin des tas de trucs où je me disais mais qu'est-ce qui se passe, parce que là ça fait des années où je suis hyper stable et tout va mieux. Et bon, donc voilà, ce traitement est en train de me sauver la vie, donc c'est magnifique et je suis trop contente. Et en même temps, je me dis purée, il aura encore fallu mobiliser des trésors d'énergie, de ressources pour accéder à ce dont j'avais besoin dès le début, avec toujours ce point d'interrogation de quel médecin aujourd'hui voudra bien me le prescrire. Parce qu'il y a beaucoup d'idées arriérées en France autour de tout ça. Donc, tu vois, ça a fait écho, je pense aussi à mon parcours avec l'autisme, on va en reparler, mais où c'est moi-même qui ai compris que j'étais autiste, moi-même qui ai été chercher le diagnostic. En fait, j'en ai marre. Je voudrais juste que les médecins m'aident comme j'ai besoin d'être aidée et pouvoir me laisser accompagner. Donc ça, c'est ma vulnérabilité du moment, quoi. Voilà. Écoute, merci pour ce partage. Effectivement, c'est touchant, et pour que tu te sentes moins seul, moi je souffre du même problème, enfin pas de périménopause bien sûr, mais par rapport au monde médical, en fait, une sorte de, c'est pas un manque de confiance, mais c'est difficulté à trouver des réponses en fait dans le monde médical par rapport aux problématiques, et je comprends tout à fait le fait que tu te dises que tu peux pas te reposer entre les mains de quelqu'un ou de quelque chose pour ta santé, et ça je le ressens tellement fort aussi. Parce que tout ce qui est arrivé de bien dans ma vie sur ma santé, la plupart du temps, c'est pas arrivé par les médecins, c'est arrivé par des recherches que j'ai pu faire moi, que j'ai pu refaire en famille aussi, parce qu'on est en famille très orienté sur ces médecines alternatives. Et c'est vrai, je comprends. Je vois beaucoup de gens qui justement s'abandonnent finalement au monde médical sans trop de problèmes, et c'est un truc que j'arrive pas à faire. Donc je comprends ta situation. Ouais, c'est vraiment pénible. C'est pénible. Très bien. Écoute, on va démarrer. Donc merci pour ça. On va démarrer sur notre discussion. Donc déjà, ce que je voudrais te proposer de faire, c'est de te présenter en fait avec tes propres mots. Je vais pas plaquer ce que je vois de toi. Je vais plutôt faire en sorte que ça vienne de toi. Comment tu te présentes, comment tu te vois aujourd'hui, puis bien sûr par rapport à ton parcours et ta vie. Comment je me présente ? Alors déjà, je suis une personne neurodivergente. Ça, je crois que c'est important, ce qui est évidemment, ça va colorer beaucoup de choses de mon fonctionnement, de mon discours, de mes passions, de ma façon de travailler, etc. Donc, je suis autiste, mais j'ai aussi un TDAH qui a été diagnostiqué récemment. Donc, c'est double dose d'atypicité. Donc, j'ai 41 ans. Je me définis aussi beaucoup via mon travail, qui est une grande part de ma vie parce qu'il est très lié à mes intérêts spécifiques, donc à mes passions. Donc les conférences, les livres, le podcast, tout ça pour moi c'est une grande part de ma vie. Et je suis la maman d'un chien et d'un chat. Il me comble de bonheur et qui parfois m'empêche de dormir la nuit, mais c'est pour la bonne cause. Voilà. Et donc je vis seule à Nantes. J'ai cette chance dans un chouette appartement et aujourd'hui, j'ai une super vie, et c'est vrai que quand je regarde en arrière, je me dis que j'ai eu un parcours assez chaotique parfois, mais hyper riche, quoi. Une vie vraiment de ouf. Donc, voilà. D'accord. Et si on regarde alors justement un peu en arrière, sur ta vie, en fait, comment ça s'est passé par rapport à tes spécificités, comment tu vois ta vie aujourd'hui, ton enfance, jeune adulte, jusqu'à maintenant? Écoute, ça a été compliqué, déjà parce que donc il y avait la neurodivergence, et qu'à l'école, notamment à partir de l'entrée au collège, ça n'a pas toujours été simple. J'avais du mal à trouver ma place, je me sentais vachement en décalage par rapport aux autres, et j'avais l'impression que les jeunes de mon âge étaient à l'aise, avaient confiance en eux. Enfin, en tout cas, c'est comme ça que je les voyais. Peut-être que la réalité était tout autre, mais c'est comme ça que je les voyais. Et moi, je me sentais trop mal dans ma peau. J'avais du mal à créer du lien. Je me sentais toujours nulle par rapport aux autres. Voilà. Et en plus de ça, à la maison, c'était pas toujours facile. Alors ça, c'est un sujet que j'ai jamais trop abordé, mais j'ai des parents qui sont des transfuges de classe, qui viennent de milieux extrêmement précaires et qui ont réussi, grâce à leur travail, à grimper l'échelle sociale. Et donc, ils nous ont mis, moi, ma sœur et mon frère, à l'abri du besoin. Ça, c'est un grand accomplissement. Mais donc, ce sont des parents aussi polytraumatisés, et notamment mon père. Et entre le fait qu'il soit polytraumatisé et qu'il ait été socialisé comme un homme, ça donne quelqu'un qui, voilà, au niveau émotionnel et tout, c'est très compliqué. Et donc, on a beaucoup fait les frais, nous, ces enfants, et notamment moi, quand j'étais jeune, de ses colères, de sa difficulté à réguler ses émotions,
de sa négligence émotionnelle, de plein de choses. Donc ça, évidemment, ça a contribué, je pense, très tôt à quand même dégrader fortement ma santé mentale. Et donc mon parcours de vie, de ma préadolescence jusqu'à il y a quelques années, ça a été, tu vois, un peu comme ce que tu disais toi, un parcours de vie aussi avec en toile de fond quasi en permanence une très forte anxiété, une dépression chronique, avec des moments quand même où ça allait mieux, mais c'était quand même toujours un peu là. Et bon, écoute, j'ai avancé comme ça comme j'ai pu, j'ai fait mes études en faisant plein de trucs différents, parce que bon, j'ai besoin de toucher à tout. Il y a le diagnostic d'autisme qui a été quand même un point de bascule important quand j'avais 27 ans, donc tardivement, mais je suis pas du tout une exception, on le sait, surtout chez les femmes autistes, que ça peut arriver assez tard. Et puis la reprise d'études pour faire une thèse sur ce sujet-là. Et suite à ça, c'est vrai que je me suis beaucoup consacrée à ce sujet ces 10 dernières années, quoi. J'ai produit la thèse, j'ai été enseignante-chercheuse, j'ai produit plusieurs recherches, des livres, des vidéos, des trucs sur les réseaux sociaux. Enfin, voilà, ça a occupé une grande part de ma vie. Et plus récemment, les thérapies psychédéliques. Donc une santé mentale qui est quand même toujours pour moi un sujet. Et tu vois, encore aujourd'hui avec les hormones, ou voilà, j'ai l'impression que la santé mentale, c'est toujours un truc où il faut que je sois très attentive. Et quand je suis en équilibre, c'est quand même toujours un équilibre un peu précaire, quoi. Il faut que je fasse hyper gaffe pour réussir à garder le cap. Donc ça, c'est pas évident, mais en même temps, j'imagine que ça m'apprend aussi beaucoup de choses. Que je suis pas ici de cette façon-là dans cette vie par hasard, quoi. Donc voilà. Et ce que je trouve hyper intéressant dans ton parcours, c'est que je trouve que tu es vraiment en avance par rapport à un mouvement qu'on observe maintenant, justement où on expose en fait sa santé mentale plus ouvertement qu'on le faisait avant. Il y a un élément du tabou qui commence à se lever. Bon, c'est pas encore complètement levé, mais il y a un voile qui est en train de se lever, il y a un coin qui est en train de se lever. Je trouve que toi, tu es un peu à l'avant-garde de ça, d'en parler ouvertement. Et puis aussi, ce que je trouve génial, c'est et qui est un message pour tous les gens qui peuvent te voir et qui te suivent sûrement, c'est le fait que tu assumes ces caractéristiques de ta santé mentale et que tu en fais même une force à travers ce que tu fais, tes activités, ton podcast, tes conférences, ton livre, etc. Et je trouve que c'est extraordinaire. C'est extraordinaire parce que c'est ça le message qu'on a envie de transmettre à tout le monde, c'est soyez vous-même, soyez dans vos caractéristiques qui peuvent être quelquefois des choses qui sont tabous, dont on n'a pas envie de parler, dont on pourrait avoir honte. Et bien le fait d'aller au fond dedans, de l'assumer et d'y aller à fond, ça permet de s'épanouir et t'en es l'exemple type. Donc c'est une des choses que j'apprécie beaucoup à ton sujet, c'est ça, c'est cet élément-là. Oui, pour moi, il n'y a pas de honte. Enfin, tu vois, déjà la neurodivergence, je vois pas ça vraiment comme un problème de santé mentale, hein. C'est juste une façon différente de fonctionner. Et après, la dépression, l'anxiété et tout, ma foi, j'ai pas choisi. Et c'est vrai qu'il n'y a pas de santé sans santé mentale. Et donc, c'est hyper important d'en parler. Et moi, j'ai vu, notamment dans ma famille, les dégâts que ça fait quand on souffre de problèmes de santé mentale, et qu'on n'en parle pas et qu'on ne se soigne pas. C'est pas juste nous-mêmes qui sommes impactés, c'est tout notre entourage. Et ça, c'est pas OK. Donc, si on n'est pas responsable de nos problèmes de santé mentale, et c'est injuste et c'est triste à dire, mais on a quand même la responsabilité de mettre des choses en place pour aller mieux. C'est ma façon de voir les choses. Pour pas que ça se répercute auprès des autres, quoi. Alors, tu as déjà parlé d'un point de bascule dans ta vie qui était le moment où tu as eu le diagnostic d'autisme. Est-ce que, ça c'est une autre question qui est toujours très importante pour moi, c'est de savoir si tu as eu dans ta vie un ou plusieurs points de bascule, mais vraiment des points de bascule, c'est-à-dire que des points où il y aurait eu un avant et un après, où tu te dis en les regardant en arrière, oui, il y avait une Julie d'avant et puis il y a une Julie d'après, c'est sûr. Voilà. Est-ce qu'il y a eu des points comme ça dans ta vie? Est-ce que tu as envie de les partager avec nous? Ouais, donc effectivement le diagnostic d'autisme, je pense la soutenance de thèse aussi. La soutenance de thèse, il y a eu un avant et un après. Parce qu'en fait, pour rappeler un peu le contexte, moi je suis la première personne ouvertement autiste en France à produire une thèse sur l'autisme. Je peux te dire, je l'ai soutenue en 2016. Ça a été la croix et la bannière. Parce que mon directeur de thèse, entre autres, a très vite considéré que fallait pas le dire, j'étais autiste parce que du coup, on pourrait douter de ma légitimité à faire ce travail et tout. Donc, alors que là où je voulais moi en parler dans ma thèse, il m'a interdit de le faire. Je voulais en parler pour justement avoir ce recul réflexif et expliquer en quoi ça pouvait impacter ma posture et donc comment j'avais travaillé là-dessus. Donc ça m'a été interdit. Il voulait pas non plus que j'en parle le jour de la soutenance. Je l'ai fait quand même parce que j'ai mon petit caractère et que j'estimais que c'était important en fait pour la cause.
Donc le jour de la soutenance, je l'ai dit aux membres du jury qui sont tous tombés de haut, du moins ceux qui ne le savaient pas, il y en avait une qui le savait, mais et qui m'ont là aussi questionné là-dessus, sur comment vous pouvez être objectif, comment vous avez pu faire ce travail, voilà, il aurait fallu nous le dire en amont, enfin, d'un seul coup, tout ce que j'avais produit, on était plus si sûr de la qualité du boulot, quoi. Ce qui est absurde, parce que c'est pas parce qu'on est un chercheur ou une chercheuse non autiste qu'on est objectif ou qu'on incarne une neutralité pure et parfaite par défaut. C'est faux, ça. Surtout en sciences humaines et sociales, on fait partie de ce monde qu'on étudie. Donc c'est d'autant plus intéressant d'avoir vraiment conscience de sa posture pour travailler sur cette posture et voir en quoi elle peut être un atout dans notre travail, en quoi il faut faire attention, pour pas que ça vienne impacter d'une façon négative le travail qu'on produit, etc. Donc avoir conscience de ses biais et de sa posture et tout, c'est là que ça devient vraiment intéressant. Faire comme si notre posture n'était pas un sujet, là c'est un vrai problème. Donc c'est vrai que j'ai dû pas mal me défendre le jour de la soutenance, et j'ai quand même eu ma thèse, je sais que ça a fait débat quand ils ont été en huis clos, alors que c'était en plus une thèse sur article scientifique, donc chaque chapitre de ma thèse avait fait l'objet d'une publication scientifique, donc il n'y avait pas vraiment de sujet, mais bon. Donc je l'ai quand même eu, et je crois que mine de rien, pour moi évidemment dans ma vie ça a été une étape importante, mais je pense aussi pour la communauté, de se dire en fait voilà, on peut être autiste et faire de la recherche sur l'autisme, on n'est pas moins légitime, on l'est certainement d'autant plus, donc de l'avoir fait comme ça publiquement, ouvertement, je crois que c'est pas rien, donc je suis assez fière de ça. Donc ça a été un tournant, je pense. Et puis un autre tournant, tu vois, c'est quand il y a 3 ans, je me suis dit que je relationnerais plus avec les hommes. Ça, c'est encore un autre sujet, mais ce que j'ai vécu, moi, que des relations maltraitantes en étant en couple avec les hommes. Vraiment, vraiment violentes, quoi, émotionnellement, psychologiquement, etc. Et j'ai dit stop, on arrête. Et ça a été aussi un énorme point de bascule, parce que depuis je me dis mais pourquoi je me suis escrimée toutes ces années à vouloir être en couple alors que je suis très bien étant célibataire. Mais je crois qu'il y a aussi cette pression sociale du couple. Alors j'ai jamais voulu avoir d'enfant, ça c'était très clair, donc j'ai jamais eu ce point de bascule à ce niveau-là. Mais tu vois, cette pression d'être quand même en couple avec quelqu'un, de vivre avec quelqu'un, de construire sa vie avec quelqu'un. Et en fait non, quoi, on n'est pas non plus obligé d'en passer par là. Donc je trouve ça chouette aussi de se rendre compte qu'à tout âge, il peut y avoir d'un seul coup comme ça des révélations, de se dire mais attends, mais pourquoi je fais ça, et d'arrêter et juste de dire c'est génial. Donc voilà, c'est plusieurs points de bascule qui ont été vraiment vraiment importants. D'accord. Juste un point de vue sur la question de la thèse. Ce que tu dis, je trouve hyper intéressant. Et effectivement, j'ai déjà senti ça dans la médecine aussi, ça se sent parfois. On se dit, est-ce qu'on est capable d'avoir un point de vue neutre quand on est soi-même, on fait partie de la caractéristique qu'on est en train d'étudier. Et à travers ça, j'aurais envie de dire que, en même temps, comme tu dis, la neutralité, ça n'existe pas, on n'est jamais neutre. C'est-à-dire que même si soi-même on n'est pas autiste, on va avoir peut-être rencontré quelqu'un qui l'était, ou on va avoir un point de vue de toute façon dessus. Bien sûr. On est des humains. Donc déjà, c'est impossible d'être totalement neutre. Donc effectivement, la solution intelligente, c'est plutôt de se dire que pour quelqu'un qui va étudier le sujet, il va voir ce qu'est la thèse faite par quelqu'un qui est autiste, et puis il va aller regarder la thèse de quelqu'un qui ne l'est pas, et puis il va se faire son idée à partir des deux. C'est construire une certaine objectivité à travers la comparaison des deux. Mais pourquoi exclure quelqu'un? Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Et en plus, ce sont des choses, alors moi à l'époque, malheureusement, je savais pas, j'étais pas tombée sur ces travaux-là, mais ce sont des choses qui ont déjà été abordées, notamment par des chercheuses féministes comme Harding, qui elle a conceptualisé l'idée du point de vue situé. Parce que ça, c'est quelque chose qui a été reproché aussi aux femmes, d'un seul coup, de s'emparer de ce sujet-là, des inégalités hommes-femmes, etc., comme si les hommes, eux, étaient là aussi objectifs, quand ils parlent de ça et qu'ils étudient ce phénomène. Et elle a dit, mais non, au contraire, quand on a un point de vue situé, quand on est soi-même une femme et qu'on travaille sur ce sujet des inégalités, du féminisme, etc., eh bien, on est d'autant plus légitime, quoi, parce qu'on le vit, parce qu'on vit cette oppression. Et c'est elle aussi qui a contribué à déconstruire toute cette idée que les dominants, eux, incarneraient une objectivité. C'est faux. C'est totalement faux. Donc en fait, ce sont des choses qui évidemment ont déjà été travaillées, réfléchies, il y a déjà eu des productions scientifiques dessus. Mais bon, voilà. Ok, très bien. Alors, on va pas tarder à parler de ton livre, entre autres. Donc, je le présente ici. Voilà, qu'est-ce que vous croyez, qui est une enquête, donc un livre qui est une enquête scientifique, comme tu le décris. Mais avant ça,
Donc on parlait des points de bascule, il y a les psychédéliques. Donc aujourd'hui tu tiens un podcast qui s'appelle Thérapie psychédélique. Tu as une histoire avec les psychédéliques. Alors est-ce que tu veux nous parler de cet aspect de ta vie? Donc effectivement, j'ai testé beaucoup de choses pour essayer de soulager ma dépression chronique. Il y a certaines choses qui ont fonctionné plus ou moins, mais ça revenait toujours et c'était quand même toujours là. Et j'étais un peu arrivée au bout du chemin de me dire bon, qu'est-ce que je peux tester de plus, parce que franchement, je crois que j'ai tout fait quoi. Il y a tous les trucs, les médecines alternatives, évidemment les antidépresseurs. Moi, je crache pas du tout dessus. Je crois que c'est des super médocs quand on trouve la bonne molécule et le bon dosage, et ça peut aider beaucoup de gens. Mais bon, moi j'avais des effets secondaires et un effet qui s'estompait au fil de l'eau, et donc c'était pas idéal pour moi. Et fin 2021, je suis tombée sur, par hasard entre guillemets, parce qu'aujourd'hui je crois plus trop à ça, mais je suis tombée sur un sorte de documentaire sur Netflix sur les champignons magiques, et donc la psilocybine et leurs bienfaits sur la dépression. Et je suis tombée de ma chaise parce que moi j'avais jamais entendu parler des bienfaits des psychédéliques. Moi j'ai grandi avec cette idée, je pense comme beaucoup de Français et Françaises, que toutes les substances sont dangereuses, qu'il faut surtout pas y toucher, qu'il y a un risque d'addiction. Donc, réaliser que non seulement ça, c'était pas forcément vrai, ou en tout cas des degrés très 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 différents en fonction des substances, et pour les psychédéliques, bon, l'addiction, c'est vraiment pas un sujet, et que non seulement ça, c'était pas vrai, mais qu'en plus de ça, il y avait des bénéfices. Et encore une fois, je me suis dit, mais c'est pas possible, comment j'ai pu être désinformée à ce point? Donc là, j'ai commencé à lire et tout, et ça m'a donné beaucoup d'espoir, parce que je me suis dit, mais ça, c'est un truc que j'ai pas essayé. Et donc, essayons. Et j'ai commencé toute seule avec des toutes petites doses. Aujourd'hui, je comprends pas comment je faisais pour voyager avec ces toutes petites doses de truffes, mais à l'époque, je voyageais, il se passait vraiment des choses. Et c'est vrai que ça m'a fait du bien. J'ai commencé très vite à retrouver de l'espace dans mon corps, quoi, de quelque chose qui s'ouvre pendant le voyage et qui se maintient, même si ça tend à se recontracter un peu après. Mais voilà, parfois, des jours et des semaines après, je sentais qu'encore, j'avais un peu plus d'espace dans mon corps, et je comprenais certaines choses, j'avais quand même des révélations qui arrivaient. Donc j'avançais, quoi. Et ça me faisait beaucoup, beaucoup de bien. Et jusqu'au moment où vraiment j'ai réalisé que j'avais besoin quand même d'une forte dose pour aller au cœur du sujet. Et ça, je voulais pas le faire toute seule. Donc j'ai été en Jamaïque dans une retraite spécialisée qui a été fondée par des Américaines, et j'étais la seule Européenne parmi le groupe de patients-patientes. On était une dizaine de tous les âges, je crois que c'était vraiment de 20 ans à 75 ans, quoi. Et il y a eu sur une semaine 3 prises. Aujourd'hui, avec le recul, je me dis, c'est beaucoup. C'est beaucoup. Mais donc il y a eu 3 prises, et ça, tu vois, c'est marrant que j'ai pas pensé comme point de bascule, mais clairement, ça a été un point de bascule aussi pour moi, quoi. Là, il y a un avant et un après. Il y a un avant et un après. Et notamment, mais je crois que c'est l'objet d'une question après, mais parce qu'une de ces expériences, c'est une expérience mystique, et que ça m'a vraiment, ça m'a changé, quoi. Ça m'a vraiment changé. Donc ça, les champignons, eh bien, ça m'a énormément aidé au niveau de ma santé mentale. Je pense qu'il y a des personnes qui peuvent consommer quelques fois et en garder les bénéfices pour toute leur vie, qui n'ont pas forcément besoin de reconsommer. Moi, je pense que je faisais partie de ces personnes qui ont besoin de consommer régulièrement pour maintenir les bénéfices. Et donc, c'est pour ça, après la Jamaïque, j'ai continué à chaque fois que j'en ressentais le besoin. Parfois, c'était au bout de 6 mois, parfois au bout de 10 mois, mais voilà, reprendre une macrodose. Sauf qu'en juin dernier, les champignons m'ont dit que c'était la dernière fois, et que voilà, tout était en moi, et que tout ce qui devait être transmuté avait été transmuté. C'était un adieu. Et en me disant que maintenant, il fallait, voilà, que juste que je vive ma vie, que j'ai confiance, et même dans les épreuves et tout ça. Et donc, évidemment, je veux respecter ce qui m'a été dit, et c'est pour ça que j'ai pas reconsommé, que je reconsommerai certainement pas. Mais bon, j'ai beaucoup d'autres outils, et là, notamment avec ce super traitement hormonal, je suis assez confiante pour l'avenir. Je t'aurais pas dit ça il y a encore un mois, tu vois, mais là, ça y est, je me dis, ok, c'est bon. Donc ouais, c'était très, 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 très beau ces dernières années, tout ce qui s'est passé. Et en dehors des substances psychédéliques, est-ce que tu as testé des techniques de transe autres, comme la respiration Non. Dernièrement, j'y ai pensé, tu vois, pourquoi pas la respiration holotropique. On m'a beaucoup parlé aussi évidemment de Corinne Sombrin, que je connaissais déjà, mais c'est un nom qui revient tellement souvent que je me dis, c'est peut-être un signe qu'il faut que j'explore quelque chose par rapport à ça, je sais pas. Mais pour l'instant, non.
Après, c'est pas une transe, même si parfois je me pose la question en tant que telle, mais moi je pratique le TRE, le Trauma Releasing Exercises, donc quand le corps tremble, pour se libérer, voilà, un peu des traumas ou des empreintes émotionnelles qui peuvent être stockées dans le corps et tout ça. Et ça me fait énormément de bien quand je le fais. Et quand je le fais, il m'arrive que vraiment oui, mon corps me répond plus, quoi. Enfin, je veux dire, je le laisse faire et il se passe des trucs assez dans les mouvements, les postures que j'adopte et tout, des trucs vraiment étranges. Est-ce qu'on peut apparenter ça à une transe? J'en sais rien. Mais c'est peut-être la seule pratique que j'ai aujourd'hui qui pourrait s'en approcher, quoi. D'accord. Alors pour rester sur les psychédéliques ou les trans profondes, comme tu as l'occasion finalement à travers ton podcast de rencontrer des personnes qui ont eu des expériences avec les psychédéliques, est-ce qu'il y a, dans le respect de la confidentialité des personnes évidemment, hein, si c'est pas possible, il faut pas le faire, une expérience particulière qui t'a particulièrement impressionné ou marqué dans ce que tu as entendu? Ouais, celles qui m'ont le plus marqué, c'est certainement les levées d'amnésie traumatique. Donc ces personnes qui ne se rappellent pas forcément de leur enfance ou de certaines parties de leur enfance, et qui, sous psychédéliques, vivent donc une levée d'amnésie traumatique avec soit des souvenirs qui remontent, mais parfois c'est pas si évident que ça. Et donc notamment pour Adèle, où les épisodes sont sortis tout récemment, où ce qu'elle décrit, et ça m'a vraiment énormément marqué, c'est une levée d'amnésie traumatique qui est progressive, sur plusieurs trips, avec une espèce de phénomène de vague, et une levée d'amnésie traumatique qui ne consiste pas en un souvenir qui remonte. Bim, ok, je me souviens. Non, en fait, c'est vraiment dans le corps, avec tout un tas de sensations hyper douloureuses, avec des émotions hyper dures. Elle le décrit vraiment d'une façon... on sent que pour elle, ça a été extrêmement, extrêmement éprouvant. Et je crois que son expérience, elle est très importante, déjà pour comprendre que la levée d'amnésie traumatique, ça peut prendre plein de formes différentes. Pour comprendre que c'est pas parce qu'on ne se souvient pas exactement que notre expérience de levée d'amnésie traumatique n'est pas légitime. Parce que je pense que pour ces personnes-là, elles en parlent très bien. Elles n'arrêtent pas de douter. Est-ce que c'est vraiment ça? Est-ce que j'invente pas? Est-ce que... Bon, hein. Et puis pour comprendre aussi que les psychédéliques, c'est pas une promenade de santé. Et qu'il y a des expériences très difficiles. Et que même si Adèle, elle dit que si c'était à refaire, elle le referait, on comprend très bien dans son discours, elle est très claire là-dessus, que ça a été très dur. Et donc, je pense que c'est important aussi parce que les discours là qu'on entend dans cette période de renaissance, ils sont très positifs et enthousiastes. Et ça, c'est chouette parce qu'on a besoin de les entendre. Mais il faut faire gaffe aussi, et ça, je le dis aussi pour moi, par rapport au podcast et tout, à ne pas tomber dans un truc un peu idéalisé de couicouille les petits oiseaux, parce que pour tout un tas de personnes, c'est chaud ce qui se passe sous psychédélique. Et donc, attention à pas trop y aller la fleur au fusil, quoi. Voilà. Donc, je crois que pour toutes ces raisons, son témoignage, il m'a beaucoup marqué et je crois qu'il est très important. Bien sûr. Oui, l'amnésie traumatique, levée d'amnésie traumatique, c'est un sujet effectivement très lié au psychédélique, mais pas que, en fait. Il y a aussi des levées d'amnésie traumatique spontanées, parfois. Oui. Je crois que c'est sur ton podcast que j'avais entendu parler, parce que moi j'ai 2 grands podcasts que j'écoute, on y reviendra, c'est le tien et c'est Substance aussi. Substance est plus large parce qu'il parle pas que de psychédéliques. Le tien est vraiment consacré sur les psychédéliques en thérapie. Mais j'avais entendu un témoignage comme ça d'une personne qui a une levée d'amnésie traumatique spontanée, en fait. Ou alors quelquefois c'est avec l'hypnose aussi, ou le MDR, voilà, d'autres techniques. Pendant un cours de yoga. Cours de yoga, voilà, ça arrive. Après, effectivement, si je peux, moi j'aime bien diffuser, je profite un petit peu de ça pour diffuser un message, parce que je pense que, par définition, l'amnésie traumatique, les personnes ne s'en rappellent pas. Donc, ça veut dire qu'il y a des gens aujourd'hui qui vivent dans ce monde et qui ont vécu des expériences traumatisantes et qui ne s'en rappellent pas. En revanche, moi, ce dont je suis convaincu par l'expérience, parce que j'en ai rencontré, et puis moi-même, j'ai été sujet à ça, donc j'ai rencontré des personnes qui ont été sujettes à ça. J'ai quand même le sentiment que souvent, quand il y a une amnésie traumatique, on ne s'en rappelle pas, mais en même temps, le corps, lui, peut s'en rappeler. Et même au niveau mental, la dépression, l'anxiété, ça peut être des témoignages aussi de ces souvenirs enfouis qui montrent la douleur sans montrer l'origine de la douleur. Donc de toute façon, c'est un poids, c'est un fardeau. Et après, c'est une décision personnelle, sauf que quand la levée d'amnésie traumatique arrive, on ne choisit pas. Mais c'est vrai que peut-être en amont, ça peut être une décision personnelle de se dire est-ce que j'ai envie d'aller fouiller ou pas.
Ça, c'est vrai qu'il y a une décision à cet endroit-là. Moi, le message que j'aimerais envoyer, parce que j'ai beaucoup discuté de ce sujet-là avec des personnes qui ont travaillé sur le sujet, c'est que si à un moment vous sentez, il y a un fil, un petit fil, qui dit, tiens, il y a quelque chose de bizarre, là, je sens quelque chose, ne rejetez pas le fil. Voilà, essayez de regarder, essayez de tirer le fil. Voilà, parce que souvent, ça se manifeste sous forme d'un fil. C'est très léger, c'est très ténu. Et puis après, c'est pareil, quand ça commence à s'ouvrir, alors ça peut être une boîte de Pandore, pendant un moment, le temps que tout sorte. Mais voilà, ça va s'ouvrir, et puis ça va sortir. Mais voilà, juste ce petit message-là de dire que voilà, on peut aussi s'en remettre et vivre mieux après une levée d'amnésie traumatique, même si le passage de la levée d'amnésie traumatique est difficile. Mais après, 100% d'accord avec toi que c'est un choix personnel. Il y a des gens aussi qui décident quelquefois de se dire, non, j'ai pas envie d'aller soulever le voile de ce passé. Ça va, ma vie me va, je vis bien comme ça, j'ai pas envie d'aller voir. Bien sûr. Ok, est-ce qu'il y a d'autres épisodes peut-être ou d'autres personnes qui t'avaient aussi particulièrement impressionné ou marqué ? Oui, alors il n'est pas encore sorti celui-là, c'est les prochains qui vont sortir, mais c'est une femme qui a été chercheuse, je crois, elle a été biologiste de mémoire pendant longtemps, et elle a pris de l'ayahuasca, et sa première prise, elle a vu des êtres bleus, des entités, au niveau du lac Titicaca, et donc ça a créé pour elle une déflagration par rapport à la façon dont elle se représentait le monde. Et ça a été très difficile à intégrer, et elle dit qu'elle a mis 8 ans à intégrer cette expérience. Ça a été très dur, et qu'à un moment donné, elle s'est dit, ok, en fait, soit je suis folle, soit ce que je pensais être la réalité, ma façon d'envisager le monde, eh bien, il faut que je la retravaille un peu pour pouvoir y intégrer cette expérience bizarre. J'ai trouvé ça très chouette. Et moi, ça m'a parlé. Tu vois, cette façon dont les expériences incroyables qu'on vit sous psychédélique, elles viennent percuter de plein fouet ce que tu te racontes sur le monde, la réalité, tout ça. Et parfois, en fait, c'est chaud, quoi, de réussir à concilier tout ça. C'est sûr. C'est vrai qu'il ne faut pas sous-estimer l'importance de l'expérience. C'est sûr. Ok, très bien. Écoute, merci pour tous ces détails. Est-ce que tu veux alors maintenant refaire un petit panorama, peut-être un peu plus détaillé de tes activités aujourd'hui, nous décrire un peu par le détail ce que tu fais? Alors, tu sais que pour moi-même m'y retrouver, j'ai fait un mind map sur Canva. Donc pour te dire, je ne sais pas si là, en expliquant tout ce que je fais, les gens vont tout comprendre, parce que ça part vraiment dans tous les sens. Ça, je pense que c'est le TDAH. Donc on va parler en partant des sujets. Donc il y a le sujet de l'autisme que je traite toujours. Donc je donne des conférences partout en francophonie, en entreprise, dans des associations, dans des centres de ressources autisme, dans des universités, beaucoup en ce moment, voilà, sur l'autisme à l'âge adulte sans déficience intellectuelle, sur plein de sujets différents. L'autisme, il y a aussi tous les bouquins que j'ai pu sortir, tout le contenu que j'ai pu produire qui est à dispo sur Internet. J'ai aussi une plateforme de formation en ligne sur l'autisme où je vends des formations vidéo sur des thématiques, les femmes autistes, les autistes trans. Récemment, j'ai sorti une formation sur le burn-out autistique. Donc à chaque fois, je me base sur la littérature scientifique pour faire ces formations. Donc ça, c'est la partie autisme. Il y a la partie donc thérapie psychédélique avec le podcast et le livre en partie dont on va parler, et aussi une BD qui va sortir en septembre avec Mademoiselle Caroline sur tout mon parcours avec les champignons. Voilà, donc ça c'est chouette. Et puis il y a aussi le féminisme, et particulièrement cette histoire du couple hétéro, où j'essaye d'expliquer en quoi le couple hétéro, du fait du patriarcat, eh bien il y a tout un tas d'inégalités qui s'expriment dans le couple hétéro. Et j'aide les femmes à voir clair en fait dans ce qui se joue dans leur couple sur Instagram, avec des petites vidéos où j'analyse notamment des extraits de télé-réalités comme Love is Blind, etc. pour montrer parfois la violence émotionnelle et compagnie. Donc il y a un projet de conférence qui est en train d'être travaillé là-dessus avec une copine féministe qui est une rappeuse. Donc voilà. Donc plein de choses différentes.
D'accord. Et donc ça, c'est 100% de ton activité. En fait, aujourd'hui, tu vis de cette activité-là. Ouais. Je vis de l'activité conférence, des bouquins, des formations en ligne, de tout ça. D'accord. Ok. Alors, parlons de ton livre, justement. Donc, je le remonte, comme ça, tout le monde aura l'image en tête. Ah oui, il faut que je le monte un peu. Je savais bien. Ah voilà. C'est ton livre, c'est moi, tu le fais mieux que moi. Mais voilà, il est là. Ah, tu l'as noté pas mal, dis donc. Oui, parce que j'aime bien, tu sais que j'aime bien qu'il reste quelque chose après avoir lu un livre, j'aime bien qu'il en reste quelque chose, et en fait, il y a beaucoup de choses, il y a des choses qui partent, c'est comme dans l'expérience psychédélique, tu te rappelles pas forcément de tout, et puis il y a des choses qui vont émerger et que tu as envie de garder, donc c'est ce que j'ai marqué. Et écoute, déjà, moi, je voulais dire que je l'ai beaucoup aimé, je l'ai lu très vite, ça se lit très facilement. Je trouve que le titre, il est très à l'image de toi, enfin en tout cas de ce que je perçois de toi, et du livre, c'est l'humour en fait. C'est-à-dire moi, un point qui m'a vraiment plu, c'est qu'il y a sans arrêt des petites pointes d'humour qui l'émaillent. Donc on est dans des choses qui sont scientifiques d'un côté, et en même temps, on revient à quelque chose de très humain, et en particulier à travers l'humour, et ça, je trouve ça très sympa. Je t'assure que j'ai rigolé par moments, je me suis surpris à sourire en fait en lisant le livre, ce qui est assez rare en fait. Ça m'arrive dans les films, les livres c'est plus rare. Et alors c'est sans doute parce que ton humour résonne peut-être particulièrement par rapport au mien aussi, sans doute qu'il y a quelque chose qui me plaisait bien. Les jeux de mots par exemple, tu fais beaucoup de jeux de mots, et moi j'aime beaucoup les jeux de mots. Donc voilà, donc déjà ce côté-là, c'est que c'est scientifique, il y a des choses qui sont prouvées par la science, et en même temps on reste dans quelque chose de très humain et de drôle, donc ça se lit très facilement. Par rapport au livre, j'avais noté, donc, comme tu le vois avec les petits stickers, des questions particulières. Alors déjà, peut-être, si tu veux revenir sur le livre, peut-être nous dire pourquoi tu as décidé de rédiger, d'écrire ce livre. Les objectifs que tu poursuivais à travers cette rédaction. Alors, le pourquoi, c'est un sujet à part entière. Parce que donc j'ai vécu cette première expérience mystique en Jamaïque sous psychédélique. J'en ai vécu une deuxième sans substance 1 an plus tard de façon spontanée alors que j'étais en visite touristique dans un monastère. Et en fait, cette deuxième expérience mystique, moi, je l'ai vécue vraiment comme une piqûre de rappel. Ok, t'as reçu ça, mais tu sais que c'est pas juste pour que tu le gardes pour toi et que tu dois le partager. Et je le savais, parce que ça m'avait été dit dans ma première expérience mystique. Donc, il y avait déjà le projet de BD qui était en cours et tout, mais je me suis dit, mais quand même, il faudrait que j'écrive un livre là-dessus, quoi. Mais par quel bout prendre le truc ? C'est-à-dire que moi, j'ai quand même un background de scientifique. Je me suis construit toute ma carrière sur ma capacité à être rigoureuse, à faire preuve d'honnêteté intellectuelle, etc., tout en étant engagée, en ayant une posture qui est claire, etc. Mais voilà. Et je voulais évidemment pas lâcher ce truc-là et juste être en mode voilà, moi j'ai vécu ça, Dieu existe, youhou. Enfin, non, tu vois. Donc j'ai beaucoup cherché l'angle. Et il a fini par venir de lui-même ce truc de mais si je faisais un pont entre en fait la spiritualité et la santé mentale, et de commencer à lire des recherches là-dessus, de voir qu'il y avait quand même pas mal de chercheuses qui bossaient là-dessus et d'apprendre plein de trucs qui faisaient tellement sens. Donc voilà, donc ça a été une façon de pouvoir, tu vois, parler de mes expériences mystiques, les amener, mais tout en amenant aussi tout ce discours scientifique, voilà. Et le pourquoi, je pense que ça a été donc pour transmettre, c'est une façon de transmettre au sujet de ce qui m'est arrivé, de la spiritualité, de la foi, etc., de façon rigoureuse, d'aider les personnes qui ont vécu le même genre d'expérience à se sentir légitimées et à se dire, ok, en fait, il y a des chercheurs et chercheuses qui bossent là-dessus de façon très sérieuse, pour comprendre comment ça survient, comment ça est caractérisé, etc. Donc, je pense que ça fait du bien, parce que parfois on peut se sentir un peu fou ou folle quand on a vécu des choses très fortes comme ça. Et puis aussi pour les personnes qui n'y croient pas, juste pour les aider peut-être à se dire, bon, ok, j'y crois pas, mais en vrai, pourquoi pas ? Enfin, parce que j'ai souvent senti chez les gens une posture un peu de froideur, de scepticisme et tout, mais aussi parfois de mépris. Un peu une posture, tu vois, au-dessus, quoi. Condescendante. Ouais, complètement. Donc, je pense que les gens, j'espère, athées qui liront ça, se diront « Oh, je vais peut-être me calmer un peu. » Et en vrai, voilà, on ne sait pas. La vie est un mystère. Mmh. Donc ça, c'est le pourquoi. Et l'objectif du livre, c'était vraiment
de réussir à expliquer, grâce aux travaux des scientifiques qui bossent là-dessus, que la spiritualité, ça peut être une ressource. C'est pas la seule, évidemment, et c'est pas une recette magique. Je suis pas du tout dans un discours de développement personnel, mais ça peut être une ressource pour notre santé mentale. Et moi, clairement, je le ressens très bien parce que depuis que j'ai la foi et tout, c'est ça qui me porte énormément au quotidien, quoi. Ça m'aide énormément de toujours me rappeler que même si je comprends pas le sens, je sais qu'il y a un sens à tout ce que je vis. C'est une certitude que je sais que le jour où je mourrai et que je passerai de l'autre côté, voilà, je vais pas tomber dans un grand vide. Je vais juste retrouver ma maison, quoi. Et tout ça, c'est vrai que ça apporte beaucoup d'apaisement. Donc, voilà. Pour rebondir là-dessus, effectivement, tu parles dans ton livre de ce que tu appelles l'intelligence spirituelle. D'une part, c'est vrai qu'on parle, avant on parlait de l'intelligence tout court, c'était très rationnel, très scientifique, puis un jour il y a l'intelligence émotionnelle qui a commencé à pointer le bout de son nez, on s'est dit, ah oui tiens, c'est vrai, finalement les émotions c'est aussi une forme d'intelligence. Et là tu parles d'intelligence spirituelle, et je trouvais ce concept vraiment intéressant. Est-ce que tu veux expliquer un peu plus de quoi il retourne pour toi? Ouais, comme tu le dis, c'est vrai qu'on est plutôt familier avec l'intelligence cognitive qui est mesurée par le QI. Si bon, le QI, on peut aussi le critiquer, mais bref. L'intelligence émotionnelle, cette capacité à comprendre quelles sont les émotions qui nous traversent et à les réguler. Et l'intelligence spirituelle, une troisième forme d'intelligence, je crois, en France, dont on a, je crois, jamais entendu parler. Enfin, moi, j'en avais jamais entendu parler. C'est, on pourrait dire, l'intelligence de l'âme. C'est l'intelligence avec laquelle on va se poser un peu des questions métaphysiques sur le monde. Donc, par exemple, réfléchir typiquement au sens, ou être capable de reconnaître qu'il y a autre chose au-delà de notre enveloppe corporelle et de notre existence sur Terre. Il y a plein de composantes à l'intelligence spirituelle, donc ça peut être vivre en accord avec ses valeurs profondes, être capable de sacraliser le quotidien, tu vois, par exemple en s'émerveillant devant un coucher de soleil ou devant une œuvre d'art. Donc c'est plein de façons différentes de faire vivre cette intelligence. Et ce qu'on comprend, enfin je pense, au travers de ce que je dis, c'est qu'en fait c'est pas l'apanage des personnes croyantes. Il y a des personnes qui se disent athées, peuvent tout à fait s'interroger sur le sens de l'existence et sur l'immatérialité de l'existence. Et donc ça, c'est intéressant de savoir qu'en fait, l'intelligence spirituelle, tout le monde peut faire preuve d'intelligence spirituelle à différents degrés, mais voilà. Et ça, l'intelligence spirituelle, eh bien, elle est associée au bonheur, au bien-être psychologique. Et c'est aussi un levier intéressant pour l'apprentissage, notamment les enfants à l'école, qui, en faisant preuve d'intelligence spirituelle, vont faire preuve d'une motivation qui est plus intrinsèque qu'extrinsèque. Donc, parce qu'ils vont mobiliser la curiosité, etc. Ils vont avoir envie d'apprendre, pas pour avoir des bonnes notes, mais pour le plaisir d'apprendre, tu vois. Donc, il y a plein de choses qui se jouent en lien avec cette intelligence spirituelle. Donc, c'est un levier pour plein d'aspects, finalement, dans nos vies. Et ce que tu dis dans ton livre, c'est qu'il y a justement au niveau scientifique, des études scientifiques qui ont été faites qui montrent que les personnes qui ont des pratiques spirituelles, alors en général plutôt religieuses, cette fois-ci là on est dans le cadre de la spiritualité dans la religion, mais c'est une forme de spiritualité, c'est ce que tu disais en fait, il faut ni considérer que toute la spiritualité est dans les religions, ni le contraire, et que donc dans les expériences scientifiques qui ont été menées, les gens qui avaient une pratique spirituelle régulière, dans le cadre de la religion, avaient en général un niveau de, alors je sais plus si c'était de bonheur ou de, alors j'ai pas mis de sticker sur celle-là, tu vois, c'est dommage, mais voilà, en tout cas il y avait un point sur le fait que leur niveau de, leur vie leur qualité de vie était meilleure. Et après, effectivement, tu extrapoles en disant que bon, voilà, ça, c'est avec des gens qui ont choisi de pratiquer leur spiritualité dans une religion, mais que finalement, rien n'empêche d'avoir une spiritualité en dehors de la religion, et donc d'aller mieux et de mieux vivre en ayant une pratique spirituelle. Et vas-y. En fait, c'est vrai que c'est important ce que tu dis sur religion, spiritualité, parce que j'ai l'impression qu'il y a souvent quand même une confusion entre les deux. Et que moi, par exemple, quand je dis que j'ai la foi, que je suis croyante, etc., tout de suite, on pense que je suis affiliée à une religion, ce qui n'est pas le cas. Donc, en fait, une religion, c'est une institution sociale qui s'organise autour de rites, de croyances partagées, etc., de lieux aussi. Donc, par exemple, on va aller à l'église le dimanche pour prier, et autour d'une communauté. Là où la spiritualité, c'est vraiment un élan qui est plus personnel, plus individuel, où on va essayer de se transcender pour aller se connecter à quelque chose de plus grand que soi. Alors quelque chose de plus grand que soi, en fait, ça veut dire plein de choses différentes. Pour certains, ça va être, voilà, je médite et j'essaye de me connecter à la sagesse de mes ancêtres. Pour d'autres, ça va être, je peins, et quand je peins, je me sens en communion avec l'univers.
Donc voilà, ou la nature. Je me balade en forêt et là, je touche un arbre et je me dis la nature, c'est incroyable. Et là, je me connecte, quoi. Donc quelque chose de plus grand que nous, ça peut être plein de choses différentes. Voilà. Et donc c'est là qu'on se rend compte que la spiritualité, c'est vraiment un concept beaucoup plus vaste que la religion et qui peut concerner finalement plein de personnes différentes. Et moi, c'était intéressant parce que tu vois, j'en discutais avec un ami récemment qui lui se dit athée. Il est très ferme là-dessus. Et en même temps, il est passionné, il est médiateur culturel et il est passionné par la nature. Et quand il en parle, je lui dis, écoute, ton rapport à la nature, pour moi, c'est un rapport spirituel, en fait. Parce que vraiment, il a cet émerveillement, cette connexion incroyable à la nature. Donc, je crois que parfois, oui, on se rend pas bien compte de ce que veut dire le mot spiritualité et de ce que ça signifie que d'être spirituel. Et il y a un autre accord que tu fais, c'est entre la spiritualité et le travail, qui souvent on peut juger que c'est un peu incompatible. On se dit oui, un travail qui serait spirituel, c'est peut-être quelqu'un qui travaillerait dans la religion, dans l'église, et en fait non, tu montres qu'on peut avoir qu'il y a un lien en fait entre la spiritualité et le travail. Et ça c'est un point sur lequel je te rejoins tellement et que je comprends tellement à travers justement la notion de mission de vie en fait, de passion par rapport à ce qu'on fait, qui fait que quand ça atteint un certain niveau, on est dans le cadre spirituel en fait. On est dans le cadre de la connexion spirituelle. Oui, complètement. Alors ça, c'est pareil, je crois que c'est un concept dont en France, vraiment, on n'entend pas du tout parler, mais qui est plutôt issu des études américaines. Donc eux, ils parlent de workplace spirituality. Et donc, ils essayent de conceptualiser ce truc. C'est quoi, en fait, la spiritualité au travail? Qu'est-ce que ça veut dire? Donc, il y a plein de définitions différentes, et ça aussi, les gens se rendent pas compte, mais en science, ne serait-ce que d'essayer de définir un concept, ça peut prendre des décennies. Enfin, c'est quand même très, très complexe. Donc là, l'idée, c'est de se dire que, juste en tant qu'employé, en tant que travailleur, travailleuse, on a une vie intérieure qui est nourrie ou nourrit notre travail. Un travail qui est porteur de sens et qui s'exerce dans une communauté. Donc en fait, il y a 3 composantes, c'est la vie intérieure, le sens et la communauté. Voilà, tout simplement. Donc ça, je crois que ça peut parler à beaucoup de gens, cette idée de dire oui, moi j'ai envie de faire un travail qui a du sens, j'ai envie que ma vie intérieure elle soit nourrie par mon travail ou que mon travail soit nourri par ma vie intérieure, et j'ai envie de faire ça au sein d'une chouette communauté, donc avec des collègues cool, avec qui voilà on s'entend bien, où on est soutenant. Donc je crois que ça parle à beaucoup de personnes, et il y a d'autres chercheurs qui ont ajouté d'autres composantes, comme effectivement une dimension plus mystique, où presque parfois quand on travaille, on peut se sentir connecté à quelque chose. Et je donne l'exemple de l'écrivain qui et notamment Victor Hugo, qui pouvait dire ça, qui se sent parfois traversé d'une espèce d'inspiration divine et qui écrit et qui dit en fait c'est même plus moi qui écris, je ne suis qu'un canal quoi. Il y a aussi cette dimension-là dans la spiritualité au travail. Donc c'est hyper intéressant, et en même temps, comme dans le bouquin à la fin, tu as vu dans chaque chapitre à la fin, je fais hyper gaffe à toujours apporter de la nuance. Je crois que c'est très important et vraiment à faire preuve de beaucoup d'honnêteté intellectuelle. Et la spiritualité au travail, ce genre de concept, dans un monde capitaliste, attention, parce que ça peut être aussi une façon de venir aller capter l'intériorité du travailleur ou de la travailleuse pour la mettre au service du productivisme, évidemment. Donc il y a quand même des points de vigilance à avoir. C'est ce que je dis, on se doute que quand chez Amazon, par exemple, ils donnent accès à une application de méditation à leurs employés, bon, faut pas se laisser avoir, pas se laisser leurrer, quoi. Voilà. Bien sûr. C'est vrai que la foi peut créer des choses incroyables. Moi, chaque fois que je passe devant une cathédrale, donc je vis pas à Paris, mais je vis à Londres, mais quand je passe à Paris, ou en France en général, parce qu'il y a des super cathédrales, je passe à côté d'une cathédrale, à chaque fois je me dis, waouh, qu'est-ce que là? Ça, c'est vraiment le produit de la foi, en fait, le fait de travailler pendant des générations, de mourir, de ne pas connaître le résultat. Il y a la cathédrale à Barcelone, là. La Sagrada Familia. Sagrada Familia, c'est incroyable, parce que quand tu réfléchis, la personne qui l'a conçue n'en a pas vu la fin, et il y a eu des générations qui se sont succédées, et qu'est-ce qui les anime, qu'est-ce qui est le moteur? C'est la foi. Alors ça, c'est le côté incroyable, magnifique, etc. Puis bien sûr, la foi aussi, quelquefois, malheureusement, ça va être utilisé à contre... Enfin, voilà, dans un motif qui est instrumentalisé, que ce soit au travail, que ce soit un peu partout. Mais en même temps, et c'est pour ça que c'est instrumentalisé, c'est parce que c'est un outil derrière, ça donne une énergie incroyable aux personnes. Voilà. C'est trop marrant que tu donnes cet exemple de la Sagrada Familia. J'en parle dans la BD qui va sortir. Oh, ton chat. J'en parle dans la BD qui va sortir parce que pendant un de mes premiers voyages sous champignons,
ça m'est apparu. Moi, j'ai une relation très forte avec la Sagrada Familia, aussi parce que je suis à moitié catalane, certainement, mais j'y vais très souvent, la voir. Elle va être finie bientôt, d'ailleurs. Et en fait, j'ai vraiment perçu à quel point c'était un témoignage d'amour de Gaudi vis-à-vis de Dieu, vis-à-vis de la nature. Et j'ai senti qu'à chaque fois que j'aurais besoin de me connecter à l'amour, je pouvais juste me connecter par la pensée à la Sagrada Familia, quoi. Et donc tu vois, c'est marrant que ça te soit venu aussi, mais ouais, les lieux comme ça, c'est vrai que c'est vraiment un témoignage d'amour incroyable pour Dieu, si on a envie d'appeler ça comme ça. Quelque chose qui nous dépasse, en tout cas, et quelque chose qui nous dépasse, qu'on ne connaît pas. Mais ça, c'est quelque chose que j'ai bien ressenti justement dans ton livre, c'est cette humilité aussi, et cette position. Tu te positionnes pas en sachante, en fait, tu te positionnes en personne qui vous déporte, en fait, qui fait des hypothèses. Et ça, je trouve que c'est... En fait, la science devrait toujours être comme ça. Malheureusement, il y a des côtés, quelquefois, de la science qui enferment, qui veulent pas voir des choses qui dépassent, les choses qu'on comprend pas. Alors que finalement, quand tu réfléchis, la science, quand elle a évolué dans le passé, c'est parce qu'à un moment, il y a quelque chose qu'on ne comprenait pas et on a accepté de pas le comprendre. C'est là qu'il s'est passé quelque chose. On en revient presque même à la vulnérabilité. Moi, je vois bien dans les épisodes de vulnérabilité, qu'on pratique beaucoup à la retraite, c'est souvent là qu'émergent des choses. C'est quand il y a quelque chose de nouveau qui naît, c'est le moment où on accepte de dire que finalement on ne sait pas. Mais on ne sait rien. On ne sait rien. Enfin, moi, aujourd'hui, c'est vraiment ma posture, quoi. C'est de dire tout est mystère. Donc on est là avec notre petit cerveau d'humain à essayer de comprendre, de produire de la science et tout, mais oh là là. Et on explore. Le côté sympa de ça, c'est qu'en fait, il y a une matière à explorer qui est incroyable. Ouais, bien sûr, bien sûr. Alors, tu parles d'expérience mystique aussi, de ton expérience mystique et de l'expérience mystique en général dans ton livre. Donc, comment on définit aujourd'hui l'expérience mystique? Enfin, comment toi tu l'as définie? Alors, moi, je me suis basée sur les travaux du coup de chercheurs, et notamment les personnes qui connaissent un peu ce sujet reconnaîtront ces noms-là. Le psychologue et philosophe américain William James, qui au XXe siècle a fait un énorme travail de compilation d'expériences mystiques pour essayer d'en définir les caractéristiques. Et donc il en a défini 4. C'est l'ineffabilité, c'est-à-dire que suite à ça, un truc qui ressort, c'est vraiment les gens ils disent je sais pas comment retranscrire ça avec des mots, je sais pas comment en parler avec des mots. Voilà. Ça c'est l'ineffabilité. La qualité noétique, c'est-à-dire le fait d'avoir l'impression d'avoir reçu une vérité, une évidence. Par exemple, je donne l'exemple dans le bouquin d'un homme qui, en méditant, est sorti de son corps, il a fait une sortie de corps, et il s'est retrouvé, on pourrait dire, dans un espace un peu chaud, l'univers, tout ça. Bon. Et à ce moment-là, il a eu la certitude que c'est comme ça qu'on meurt, que c'est ce qui se passe quand on meurt, quoi. Voilà, donc c'est l'accès à une vérité. Après, que cette vérité soit vraie ou non, c'est pas le sujet. Elle est vraie pour la personne, voilà, c'est ça le critère. Et le caractère transitoire, c'est-à-dire qu'on n'est pas en expérience mystique toute sa vie, ça serait intense. Donc voilà, il y a forcément un début, une fin, et la passivité. Donc même s'il y a des choses qu'on peut faire pour favoriser le déclenchement d'une expérience mystique, en réalité ça nous tombe dessus et on peut pas juste décider d'avoir une expérience mystique. Et après ça, il y a Stace, un philosophe britannique qui a enrichi le travail de William James avec d'autres caractéristiques, comme le sentiment d'unité qu'on ressent, le caractère sacré ou divin, où vraiment on sent que là on touche à quelque chose de sacré. Des émotions très intenses, très positives, comme la joie, l'extase, la béatitude. Une paradoxicalité, donc ça moi je l'ai vécu pendant mon expérience mystique, c'est-à-dire des concepts qu'on oppose habituellement qui d'un seul coup se rejoignent. Et moi pendant ma première expérience mystique, ça a été très clair, ce qui m'a été dit que le bien et le mal à un autre niveau, cette binarité, elle a pas de sens. Parce que tout est opportunité d'apprentissage, tout est opportunité d'évolution. Ça veut pas dire qu'ici sur Terre, on peut faire tout et n'importe quoi, et que c'est ok. Voilà, c'est pas du tout ce que je suis en train de dire, et je pense que ces deux choses-là peuvent coexister. Ça veut juste dire que sur un autre plan, potentiellement, tout est intégré et tout a un sens. Voilà. Et aussi une transcendance du temps et de l'espace. Donc d'un seul coup, on n'est plus là. On est ailleurs. On a l'impression qu'il s'est passé 1 heure alors qu'il s'est passé 5 minutes. Voilà. Donc c'est tout ça qui caractérise une expérience mystique. Donc ça, ce sont les critères communs, mais après, évidemment, en fonction des personnes, dans les récits, on voit bien qu'il y a beaucoup d'éléments aussi différenciants. Mais je trouve que c'est très important de le dire, ça, que l'expérience, parce que l'expérience mystique,
quand on n'est pas familier du terme, on peut penser que pour nous les mystiques, ça a un lien avec la religion, en fait. Pour moi, une expérience mystique, avant que j'ai la mienne, pareil, parce que j'en ai eu une aussi, ma première expérience psychédélique, c'était quelque chose qui était lié à la religion. C'était donc, en tant que non religieux, l'expérience mystique, je pouvais pas y avoir accès, en fait. Et en fait, c'est vrai que c'est différent. C'est un peu ce que tu disais tout à l'heure sur la spiritualité, qu'il y a une spiritualité religieuse et une spiritualité non religieuse. L'expérience mystique, elle peut être non religieuse. Et le fait et ce qui est intéressant, c'est bien de le rappeler, parce que tu vois, par exemple, moi, ma première expérience mystique, au début, j'avais entendu parler de cercles de discussion, parce que il faut l'intégrer, l'expérience mystique. Bon, oui, il m'a fallu l'intégrer quand même. Et j'avais entendu parler de cercles sur l'expérience mystique, mais je me sentais pas concerné, parce que je ne savais pas que j'avais une expérience mystique, parce que pour moi, une expérience mystique, c'est une expérience où j'aurais vu un dieu lié à une religion, par exemple. Et ça m'a tenu à l'écart d'un outil qui était, pour moi, qui a été extraordinaire. Quand je l'ai connu, quand j'ai pratiqué, ça a été hyper intéressant de voir des gens qui sont là et qui disent j'ai vécu ci, j'ai vécu ça, puis tiens, ça ressemble étrangement à ce que j'ai vécu. Ça permet de donner du sens, de comprendre, de se dire que voilà, on n'est pas devenu complètement fou non plus. Et donc oui, je trouve ça vraiment... Sentir moins seul avec ça. Sentir moins seul, voilà. Et ça, je trouve que c'est vraiment un point qui est hyper intéressant, de dissocier en fait la religion de la spiritualité et de l'expérience mystique aussi. Tout à fait. D'autant, et j'en parle dans le bouquin, qu'il y a beaucoup d'expériences mystiques qui surviennent spontanément. Donc genre, on peut être là en train de, je sais pas, de manger son tofu, et bim, on a une expérience mystique. Donc c'est bien la preuve que ça n'a rien de religieux, et même pour des personnes non croyantes, ça peut tout à fait arriver. Un autre concept dont tu parles et que j'ai adoré, parce que alors celui-là pour le coup je ne connaissais pas du tout, c'est le concept de croissance post-traumatique. Parce que c'est vrai qu'on parle souvent du syndrome de stress post-traumatique, un syndrome que je connais bien personnellement, et je connais pas mal de gens qui le connaissent bien, et on en parle souvent, on en parle beaucoup. Mais tu parles de son pendant positif, la croissance post-traumatique. Donc est-ce que tu veux nous expliquer un peu ce que tu as découvert sur le sujet ? Tout ça, tu sais, c'était des découvertes pour moi aussi. Moi, j'avais jamais entendu parler ni de l'intelligence spirituelle, ni de la croissance post-traumatique, ni bon. Donc ça, c'est assez incroyable, la croissance post-traumatique. C'est cette idée qu'un événement traumatisant, bien sûr, il a le pouvoir de nous traumatiser, et donc potentiellement de déclencher un trouble de stress post-traumatique. Mais il a aussi le pouvoir de nous faire évoluer. Et la croissance post-traumatique, c'est cette idée qu'après un trauma, on peut réussir à trouver un équilibre psychologique qui est même supérieur à celui d'avant le trauma. Je donne l'exemple dans le bouquin du Covid. Ça a été quand même traumatisant pour beaucoup de personnes, ne serait-ce que d'être enfermé chez nous et tout ça. Eh bien, peut-être qu'après cette période, il y a certaines d'entre nous qui se sont dit, là, je me rends compte que quand même, j'ai des ressources insoupçonnées. J'aurais pas cru que j'arriverais à traverser ça, mais je l'ai traversé. Donc, en lien avec la force personnelle, qui est une des dimensions de la croissance post-traumatique. Peut-être aussi qu'on a pu se dire, en sortant de cette crise, j'apprécie la vie sous un nouveau jour, quoi. Parce que d'un seul coup, je sors dehors, je vois mes amis, on va boire un verre en terrasse, c'est un truc de malade. Voilà. L'appréciation de la vie, c'est aussi une dimension de la croissance post-traumatique. Les relations avec les autres. C'est-à-dire, je me sens plus proche d'eux. J'ai réalisé que je peux compter sur eux parce qu'on a fait des visios, on s'est soutenus les uns les autres, etc. Des nouvelles priorités aussi. De se dire, suite à ce genre d'expérience traumatisante, en fait, je réalise que le boulot, ça devrait pas être la priorité dans ma vie. Il faut que je passe plus de temps avec mes amis, mes enfants, mon conjoint, ma conjointe, etc. Et aussi, une autre dimension de la croissance post-traumatique, c'est une vie spirituelle plus riche. Donc pareil, après un trauma comme ça, on peut se dire, s'ouvrir à la foi, ou voir notre foi être renforcée. Donc, ça arrive dans 50% des cas. Quand des personnes vivent un événement traumatisant, dans 50% des cas, elles cochent, entre guillemets, elles cochent suffisamment d'éléments pour, effectivement, qu'on estime qu'il y a une croissance post-traumatique. Et cette croissance post-traumatique peut tout à fait coexister avec un trouble de stress post-traumatique et aussi avec les effets délétères du trauma. C'est pas l'un ou l'autre, ça peut être tout à fait les deux ensemble. Et je prends bien garde là aussi dans ce chapitre à dire évidemment attention à ne pas tomber dans la glamorisation du trauma, parce qu'aussi en plus dans cette culture judéo-chrétienne on est quand même là-dedans, ce truc de la transcendance par la souffrance, quoi. Jésus a souffert, à nous de souffrir. Bon, moi je suis pas du tout là-dedans, mais c'est intéressant quand même de savoir que ça existe et que donc à terme peut-être que en thérapie
non seulement les thérapeutes, ils vont faire en sorte d'essayer d'apaiser évidemment les conséquences négatives du trauma, mais aussi peut-être d'essayer de soutenir la personne pour qu'elle puisse bénéficier de cette croissance post-traumatique et de ses effets bénéfiques. Oui, et puis tu donnais les ordres de grandeur, puisque tu parles de 50% effectivement des cas, des personnes qui ont été exposées à un traumatisme, 50% vont connaître une croissance post-traumatique, donc un effet positif de développement, contre 5,6% des personnes qui, eux, vont développer un trouble de stress post-traumatique. Ou d'ailleurs, comme tu dis, ça s'intersectionne, donc ça peut être les mêmes qui développent le stress. Mais c'est donc presque 10 fois plus d'effets positifs du trauma. Ça, c'est vraiment une donnée que je trouve hyper intéressante. C'est ouf. Moi, j'ai halluciné quand j'ai découvert ça. Dingue. Mais évidemment, on parle d'autant plus du TSPT, et c'est normal, parce que c'est tellement douloureux dans la vie des personnes qu'il faut qu'on puisse étudier ce phénomène-là et les aider absolument. Tout à fait. Complètement. C'est vrai aussi, quoi. C'est ça. Je pense que effectivement, par contre, l'intensité des effets est peut-être pas comparable entre la souffrance que ça génère. On voit quand même aux États-Unis, parmi les vétérans qui souffrent de trauma, de stress, de syndrome de stress post-traumatique, il y avait une analyse qui montrait qu'il y a eu plus de soldats qui sont morts suite à leur syndrome de stress post-traumatique, c'est par suicide ou essentiellement par suicide d'ailleurs, que sur le terrain au combat. Ça, c'est quand même quelque chose que je trouve une donnée qui est hyper intéressante. Ouais, bien sûr. Il y a plus de gens qui sont morts. C'est vraiment des gens aux États-Unis qui ont fait l'analyse, de dire c'est plus de gens qui sont morts des conséquences traumatiques de la guerre que sur le champ de bataille. Donc il y a ça. Et il y a un autre point, je repense à ce qu'on disait sur l'amnésie traumatique aussi, un message, parce que alors c'est pas scientifique ce que je dis, c'est plutôt du vécu et du vécu de gens autour de moi, parce que j'en ai quand même rencontré pas mal, des gens qui avaient vécu des situations comme ça, donc il y a rien de scientifique. Mais un sentiment que j'ai, c'est que cette croissance post-traumatique, elle peut se produire quand on se rappelle du trauma. Mais quand on ne s'en rappelle pas, malheureusement, je pense qu'on ne peut pas avoir de croissance post-traumatique. Par contre, on a le syndrome de stress post-traumatique qui reste. Lui, il est bien là, mais on ne sait pas pourquoi. Donc là encore, un message à ceux qui ressentent, qui voient par exemple, qui lisent dans un journal ou quelque part quels sont les symptômes du syndrome de stress post-traumatique, parce que c'est des symptômes on peut faire des tests online. Est-ce qu'on souffre de syndrome de stress post-traumatique? Qui se disent j'ai ce syndrome, mais je ne me souviens pas d'un trauma. Et voilà, peut-être d'aller tirer les fils pour essayer de comprendre, parce que je pense que comprendre son trauma qui a été oublié et le processer, parce qu'on peut pas le processer si on l'a oublié. Le processer, ça peut permettre d'aller dans la croissance post-traumatique. Et ça, c'est extraordinaire. Et après, voilà, juste un petit rappel au passage. Mais voilà, je trouve que ce concept, il est hyper, hyper intéressant. Cool. Et puis ça change, ça nous sort de l'amorosité générale, consiste à avoir du noir, à broyer du noir, etc. Non, finalement, ça a des effets positifs. Donc ça, j'aime bien. Rien que pour ça. Ok, écoute, je pense que j'ai fait le tour avec mes questions. Est-ce que toi, il y avait quelque chose dont tu voulais parler concernant ton livre, un message que tu voulais faire passer, quelque chose qu'on n'a pas abordé? Écoute, non, pas particulièrement. Juste te dire merci en fait pour cet espace de parole du fond du cœur, parce que là, c'est vrai que dernièrement, les quelques interviews que j'ai fait, souvent les journalistes n'ont pas lu le livre. Je pense qu'ils n'ont pas le temps de lire les livres qu'ils reçoivent. Donc évidemment que les questions sont pas toujours très adaptées, donc je peux pas non plus répondre de façon très adaptée. Et puis, c'est ce que je te disais au tout début, avant qu'on commence à enregistrer, quoi. Il faut répondre vite. Et en fait, tu vois bien, et je pense que ça se sent là dans les réponses, que c'est important d'avoir un peu de temps pour développer, parce que tout ça est quand même complexe. Donc merci du coup de m'avoir laissé l'espace de pouvoir un peu expliquer les choses quand même en profondeur. Merci pour ça. Écoute, je t'en prie. Bon, je te garantis pas une diffusion équivalente à un grand jour, un grand quotidien, Le Monde ou Le Figaro. Qu'importe. Bien loin de là, mais voilà. Au moins, ça sera qualitatif. C'est sûr. Écoute, merci beaucoup. Juste avant qu'on se quitte, en fait, est-ce que comment les personnes qui c'est un peu bateau comme question, parce que je pense qu'avec ton nom, si on tape sur Internet, on va voir à peu près tout. Mais est-ce que tu as peut-être un canal de communication privilégié avec les personnes qui s'intéressent à ton travail? Alors, les personnes peuvent me suivre sur LinkedIn, sur Instagram, ou s'abonner à ma newsletter sur mon site juliedaché.com. D'accord. Ok, très bien. Écoute, merci encore beaucoup. Merci pour tout ça, Julie. Et puis, écoute, je te dis à très bientôt. À bientôt.